À première vue, c'était un jour ordinaire avant Noël, le 20 décembre. Combien Juan en avait-il déjà vécu? Après tout, il venait d'avoir 39 ans et son jubilé approchait l'année suivante. Juan regarda autour de lui, tout lui semblait bien banal, le temps agréablement chaud, typique de leur pays, la chorale animée des gens qui animaient la petite boutique du coin, les enfants qui cassaient des pinatas dans l'espoir de remporter les friandises tant convoitées. Et dans l'air flottait une odeur envoûtante de chocolat, de cannelle, et quelque chose d'acidulé mais familier, pourtant Juan ne se souvenait plus exactement de ce que c'était. Pourtant, les festivités précédant Noël, caractéristiques de sa région natale, battaient leur plein. Mais quelle était cette odeur? Ses pensées profondes furent interrompues par le téléphone. C'était Maria, sa sœur jumelle, qui l'appelait. Oui, il avait presque oublié que ce Noël serait différent des précédents, et, aussi injuste que cela puisse paraître, il s'en réjouissait même quelque peu. Juan, salut, tu n'as pas oublié, n'est-ce pas, dit Maria avec sa voix caractéristique. Comment ai-je pu oublier une chose pareille? Il la repoussa. Ils t'attendent à 11 heures. Juan jeta involontairement un coup d'œil à sa montre. Il était presque 22h40. Il restait encore largement le temps de rentrer à pied. Et tu ne viens pas, demanda-t-il en fixant du regard l'une des banderoles promettant une vie meilleure et sans souci. Non, tu plaisantes? Je viens de rentrer de Milan après avoir conclu l'affaire, et je dois encore aller chez le coiffeur et acheter des cadeaux pour mes neveux adorés avant les fêtes. Et tu sais qu'on ne peut pas me voir dans ces endroits-là. Ça ruine mon image. Alors tu t'en sortiras. Juan soupira profondément, marmonna bien et raccrocha. Sa sœur était dans son élément. Elle lui a confié des responsabilités et a dirigé la maison dans l'ombre pendant qu'il faisait le sale boulot. En prévision de Noël, les jumeaux González avaient pris une décision difficile, du moins pour Juan. Ils avaient dû placer leur mère, Sonora González, dans une maison de retraite. Il y avait plusieurs raisons à cela. Premièrement, Fernanda González vivait depuis longtemps chez Juan et avait une vision très différente de celle de sa femme et de lui-même sur l'éducation des enfants. Juan, lorsqu'il était à la maison, hors de ses déplacements professionnels, entendait quotidiennement les plaintes de sa mère et les crises de nerfs de sa femme. Bien sûr, une fois calmée, Camila s'excuserait auprès de sa mère, mais Juan comprenait qu'avoir deux maîtresses dans la même maison était très difficile. De plus, les problèmes de santé de sa mère avaient commencé, et ni lui ni Maria ne pouvaient lui prodiguer les soins nécessaires en raison de leur travail. De plus, Sonora González était devenue si capricieuse et exigeante avec l'âge qu'elle semblait simuler intentionnellement des problèmes cardiaques et des fluctuations de tension artérielle juste pour garder les enfants près d'elle 5 minutes de plus. Juan a même raté son avion à plusieurs reprises et a acheté un nouveau billet à la hâte pour ne pas gêner ses partenaires. Récemment, Maria l'a vivement encouragé à annoncer l'ouverture d'une excellente maison de retraite dans leur quartier, où leur mère s'y sentira très bien. Ils engageront la meilleure aide-soignante, prendront en charge les examens médicaux et les frais de traitement, lui offriront une bibliothèque, et elle ne s'ennuiera pas, entourée de ses camarades partageant les mêmes valeurs et les mêmes idéaux. Heureusement, la petite entreprise de Juan, liée à l'industrie légère, et l'agence de mannequins de Maria leur permettaient d'offrir cette vie luxueuse à leur mère. Certes, la famille González n'était pas pauvre, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Juan, se promenant tranquillement, se remémora son enfance. Ils étaient toujours trois, lui, Maria et maman. Il ne se souvenait pas de son père, et Madame González n'aimait pas parler de lui, changeant rapidement de sujet. Il vivait dans une petite maison à la sortie du village, entouré de nombreux voisins à gauche et à droite. Certes, il n'avait pas les plus beaux vêtements ni les plus belles chaussures, et il ne vivait pas dans des manoirs, mais il y avait toujours de quoi manger, notamment grâce à un petit potager dans le jardin, dont maman s'occupait avec beaucoup de soin jusqu'à un certain point. Juan se souvenait aussi de la foule immense de voisins qui faisaient la queue pour la salsa préparée par sa mère et d'autres plats de Chili. Il racontait que sa mère avait une recette secrète pour faire du chili. Mais plus tard, tout cela s'est estompé lorsqu'ils ont vendu la maison pour que Juan et Maria puissent aller à l'université. Ils ont ensuite eu la chance de développer leurs entreprises et d'acheter des maisons décentes. Maman a emménagé chez Juan, car l'âge la rattrapait, et en plus, elle pouvait aider avec les enfants. Eh bien, ses pensées le ramenaient à la case départ,
il devait emmener maman en maison de retraite, car ce serait mieux pour elle là-bas. Il semblait que Juan essayait simplement de se rassurer. Au fond, il comprenait qu'au fil des ans, il avait accumulé beaucoup de griefs, qu'il ne vivait pas comme il l'aurait souhaité, qu'elle exigeait tant maintenant, qu'il n'avait ressenti aucun répit à la maison depuis longtemps, juste un stress constant. Et il voulait juste une vraie fête, comme promis par Maria, qui viendrait le voir avec ses enfants le 23, et le soir du 24, il ferait une fête vraiment bruyante avec amis et voisins, avec musique à fond et danse. Tout ce dont Fernanda González s'était plainte plus d'une fois, et, pourrait-on dire, tout ce qui lui était interdit en sa présence. Juan était déjà arrivé à la maison. Il est temps, pensa-t-il en ouvrant la porte. Maman, appelait-il Madame González. Il est déjà temps, dit la voix rauque de la vieille femme tandis qu'elle s'approchait lentement de la porte. Bon, allons-y, mon fils. Maman, je te demande de ne pas dramatiser. On a tout discuté. Tu seras mieux là-bas. Juan tendit la main vers sa mère, prit son sac dans l'autre main et accompagna Madame González jusqu'à la voiture. Le temps semblait lui être favorable. Le soleil, qui brillait récemment, fut soudain obscurci par plusieurs nuages sombres, fait très rare par ici. Juan ressentait fortement la pression de cette météo tendue, mais gardait son calme. Après avoir réglé les derniers détails administratifs à la réception et auprès de l'aide-soignante affectée à sa mère, Juan lui fit ses adieux avec la plus grande grâce et un sourire chaleureux, promettant de lui rendre visite dans quelques jours. En sortant de la maison de retraite, Juan alluma une cigarette. Fumer n'était pas vraiment une habitude chez lui, mais pour une raison inconnue, la situation l'avait tellement stressé qu'il n'avait pas pu résister à l'envie de prendre les cigarettes qu'il avait cachées à sa femme. Après en avoir fini une, il ressentit un certain soulagement, puis prit sa voiture et rentra chez lui. Ses occupations familiales et professionnelles l'absorbèrent tellement qu'il ne se soucia pas de sa mère pendant les 2 jours suivants. Mais le 23 décembre, veille de Noël, il lui rendit visite comme convenu. Maria ne l'accompagna pas cette fois, bien qu'elle, son mari et ses enfants soient déjà installés chez eux. Juan commença à ressentir encore plus fortement sa peur de voir sa mère, de lire dans ses yeux la tristesse ou le mal du pays, et peut-être même la déception de la façon dont sa fille l'avait traité. Perdu dans ses pensées, Juan sentit à nouveau cette odeur douloureusement familière qu'il avait perçue dans la rue quelques jours plus tôt. Il voulut même demander à sa mère si elle pouvait l'identifier, mais en entrant dans son appartement, il fut immédiatement surpris par ses plaintes sur son insatisfaction envers l'aide-soignante, et par une foule d'autres problèmes qui l'épuisaient. Pour ne pas se laisser complètement emporter par l'animosité de sa mère envers tout ce qui l'entourait, Juan reporta son attention sur la fenêtre sous laquelle 2 chats du quartier réglaient une dispute. Ils se disputaient pour savoir à qui appartenait un certain objet, là où vivaient des vieillards généreux, prêts à partager les délicieux restes de leur déjeuner. Cette fois, l'objet de leur dispute était un filet de poisson, un morceau très juteux qui suffirait pour un encas copieux, et leur conflit débordait d'émotions plus vastes que le monologue de Sonora González, qui ressemblait au solo d'un violon solitaire, abandonné depuis longtemps, aux cordes désaccordées. Juan l'écoutait avec distance, sans aucune compassion. Il la croyait responsable de sa situation, que sa nature plaintive avait éloigné ses enfants et petits-enfants, et qu'elle avait fini ici. Ce changement d'humeur soudain était à nouveau provoqué par des traumatismes d'enfance, qui lui trottaient dans la tête lorsque Sonora González se plaignait de n'avoir personne de spécial à qui parler ici, que ses petits-enfants lui manquaient terriblement, et même la femme de Juan, bien que, selon elle fût loin d'être une femme au foyer et une mère idéale. Juan aimait profondément sa femme Camila et ne laissait personne dire du mal d'elle, de manière irrespectueuse ou offensante, pas même sa mère. Il était sur le point d'exploser, mais il se calma rapidement, comprenant que le caractère de sa mère était irréversible et qu'il était insensé de perdre son sang-froid avec elle à la veille des fêtes. Mais il avait quand même envie de partir. Il avait désespérément envie de rentrer chez lui, de serrer sa femme dans ses bras, de jouer avec les enfants, de parler à sa sœur, peut-être même de faire une petite promenade dans le quartier avec toute la famille. Il ne voulait tout simplement pas être avec elle maintenant, car il ressentait une sorte de répulsion pour Fernanda à cet instant précis. Il se leva, se tourna vers la sortie pour lui dire au revoir, mais elle l'interrompit. « Mon fils, as-tu déjà décidé de partir ? Attends un peu, je veux te donner quelque chose, dit-elle en lui tendant une enveloppe.
C'est mon cadeau de Noël pour toi, pour vous tous. Je vous demande vraiment d'en examiner le contenu avec Maria. Ce cadeau vous est destiné à tous les deux. Juan prit l'enveloppe, qui n'était pas particulièrement lourde, fit rapidement ses adieux à sa mère, promettant de l'ouvrir sans faute, et quitta la maison de retraite, l'air sombre. De retour chez lui, il jeta l'enveloppe quelque part et l'oublia aussitôt, sans même en parler à sa femme ni à Maria. Le lendemain, Juan se réveilla dans un brouhaha ambiant. Maria et Camila discutaient bruyamment du nombre d'invités, des préparatifs à prévoir, des décorations à acheter pour la table et la maison, de l'emplacement de l'enceinte et d'autres détails qui intéressaient beaucoup les femmes et qui leur permettaient de faire bonne impression. Juan, anticipant les longues files d'attente au supermarché, accueillit ses proches avec un sourire résigné. Après le petit déjeuner, ils partirent faire les courses. Le soir, la fête tant attendue eut lieu. Amis proches et quelques voisins étaient réunis, soit une vingtaine de personnes au total, sans compter la famille de Juan et Maria. Des plats délicieux, des toasts autour d'une table conviviale, des danses endiablées, des feux d'artifice, tout cela se confondait dans une joyeuse célébration de Noël. Juan et Maria ont réussi à offrir à leurs enfants de vraies vacances, celles qu'ils attendaient de leur mère dans leur enfance, mais qu'ils n'avaient jamais pleinement obtenues. La principale différence entre leurs vacances d'enfance et celles que Juan et Maria organisaient pour leurs enfants, selon lui, outre les plaintes incessantes de leur mère et d'autres personnes, était la présence d'un père dans la vie des enfants. Leur région était réputée pour ses riches traditions familiales, et Juan, d'une certaine manière, reprochait à sa mère le départ de leur père. Comment pourrait-il en être autrement, pensa-t-il, elle est constamment insatisfaite de tout et étale sa vérité, et finalement, Maria et moi avons toujours été culpabilisés dès notre plus jeune âge. Et quand nous avons grandi et commencé à argumenter avec raison, notre mère a commencé à nous concentrer sur ses nombreux problèmes de santé, nous manipulant ainsi. Sur ses pensées, Juan soupira, but son verre et regarda sa femme, qui dansait autour du sapin de Noël avec Maria et les enfants. Camila, bien sûr, ne ressemblait en rien à sa mère. Elle était indéniablement belle, mais si Juan l'avait choisie, ce n'était pas pour sa beauté, elle possédait cette féminité intérieure souvent absente du monde moderne, mais tant désirée par les hommes. C'était une mère et une épouse merveilleuse, une femme au foyer formidable. Elle imprégnait leur foyer d'une telle chaleur que Juan se précipitait à chaque fois, comblait ses moindres désirs et la gâtait, elle et ses enfants, avec des cadeaux. De manière générale, leur foyer contrastait radicalement avec l'enfance de Juan et de sa sœur. Enfin, il était temps d'ouvrir les cadeaux. Juan et Camila ont offert un cadeau légèrement humoristique à leurs voisins, une assiette souvenir, au centre de laquelle figuraient les noms du couple et, tout autour, ceux de leurs 4 enfants. Le centre avait la forme d'un soleil, dont les rayons se prolongeaient jusqu'aux petites planètes. Les voisins ont apprécié le cadeau, car ils adoraient ces souvenirs. Maria a reçu un kit de voyage, un masque, un oreiller et un petit sac, car elle se plaignait souvent d'avoir des difficultés en avion. Les enfants ont reçu un kit de créativité et un hélicoptère radiocommandé, et les enfants, ravis, sont retournés dans leur chambre, laissant les adultes seuls. Plus tard, Camila et Maria couchèrent les enfants, puis baissèrent la musique, et des conversations chaleureuses entre adultes s'engagèrent, jusqu'à 5 heures du matin. Finalement, les adultes regagnèrent leur maison et leur chambre. Juan et Camila s'installèrent dans la chambre. Mais, comme Juan le pensait, il avait à peine fermé les yeux depuis 5 minutes que leur plus jeune fils, Diego, 5 ans, fit irruption dans la pièce en poussant une exclamation retentissante. « Maman !»« Papa !» cria-t-il. « Regardez ce que j'ai trouvé. » Et le petit leur tendit la même petite enveloppe blanche que Madame Gonzalez avait donnée à Juan. Juan jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était déjà 11 heures. Rassemblant ses esprits, il demanda à son fils où il l'avait trouvé, tandis que Camila, perplexe, les observait tous les deux. Nous pilotions l'hélicoptère avec Pénélope et nos cousins, et il s'est posé sur le réfrigérateur. Pénélope m'a laissé monter sur une chaise et la prendre. Avec l'hélicoptère, j'ai trouvé ça, a lâché Diego d'un trait pour que ses parents ne l'interrompent pas ou ne le grondent pas, et il a remis la lettre à son père. Ça sent comme grand-mère, a-t-il soudain dit. C'est une lettre d'elle. Juan fit un léger geste de la main. Diego, va appeler tante Maria.
On se retrouve tous près du sapin dans 5 minutes pour voir le cadeau de grand-mère. Je l'ai. Diego salua et quitta la chambre de ses parents. Juan pensa, encore cette odeur, si proche. Et Diego dit même que ça ressemblait tellement à celle de grand-mère. Il regarda Camila. Je ne sais pas ce qu'il y a là, mais je me doutais bien qu'elle voulait vraiment qu'on ouvre des lettres, et j'ai oublié. Il dit en la regardant. Après tout, c'est ma mère et la grand-mère de nos enfants. Allons-y. Juan et Camila descendirent, où leurs enfants et neveux les attendaient docilement. Peu après eux, Maria descendit, rattrapant son mari, criant à Juan de lui remettre l'enveloppe. Il la lui tendit. Elle l'ouvrit et tous virent plusieurs feuilles de cahier remplies recto verso, ainsi qu'une sorte de clé. Maria trouva le début de la lettre. Lit à voix haute, c'est pour ça qu'on est tous réunis ici, non ? Remarqua Juan, anticipant que sa mère dirait quelques mots gentils à chacun et reconnaîtrait ses erreurs sur certains points, et devinant aussi que la clé était posée sur la table basse. Maria commença à lire, « Mes chers enfants, Juan et Maria, en ce jour de Noël, je veux vous dire. » Son regard se détourna et des larmes commencèrent à couler de ses yeux. « Maria, tu n'es pas particulièrement sentimentale. »« Qu'a fait maman pour t'émouvoir ainsi ?» demanda Juan en lui retirant la lettre des mains. Il la lut jusqu'au même point que Maria, puis tomba dans un état second et se tut. Camila comprit que quelque chose n'allait pas, demanda à Juan de s'asseoir à côté de Maria et commença à lire la lettre elle-même, tandis que Maria et Juan restaient dans une sorte de stupeur, mais capturaient chaque mot lu par Camila. « Mes chers enfants, Juan et Maria, en ce jour de Noël, je veux enfin vous dire la vérité. Je ne suis pas votre mère biologique. Je m'excuse de vous l'avoir caché pendant près de 40 ans, mais j'avais mes raisons. Cette année, notamment à l'occasion de mon séjour en maison de retraite et de mes discussions avec certaines de mes nouvelles connaissances, j'ai pris mon courage à deux mains et décidé de vous raconter mon histoire sans fioritures, du début à la fin. J'ai grandi dans une famille nombreuse et très unie. Vous vous demandez peut-être où étaient vos grands-parents et vos nombreux oncles et tantes à l'époque ? J'étais le cadet, le 5e enfant, et notre famille respectait toutes les traditions, ce qui vous a peut-être toujours manqué. À 28 ans, je me suis mariée et je rêvais désespérément de devenir mère pour transmettre toute mon expérience à mes enfants. Même mes proches m'encourageaient, me disant quand je serais enfin mère. Mais le temps a passé, nous étions mariés depuis 5 ans, et je n'arrivais toujours pas à avoir d'enfants. Finalement, j'ai découvert que j'étais stérile. C'était la veille de Noël. À ce moment-là, ma famille s'est détournée de moi, m'injuriant de toutes les manières possibles. Mon mari est parti rejoindre une fille plus jeune, et je me suis retrouvée complètement seule la veille de Noël. Mais les miracles arrivent, et j'ai eu de la chance. Le matin du 25 décembre, j'ai entendu frapper à la porte et, en ouvrant, j'ai vu 2 bébés, un garçon et une fille, qui, en me voyant, m'ont tendu leurs petites mains. Il n'y avait ni mère ni personne d'autre à proximité, et je t'ai fait entrer dans la maison. Il n'y avait qu'un mot dans lequel la jeune fille ne révélait que tes noms et dates de naissance, sans révéler ses prénoms. Elle disait être très pauvre pour subvenir aux besoins de 2 enfants, mais qu'elle était une actrice en herbe et qu'on lui avait proposé un petit rôle dans un film. Cependant, elle devait prendre l'avion pour les États-Unis et n'avait pas les moyens d'emmener les enfants avec elle. On lui a parlé de moi et de ma tristesse, et elle a décidé de te quitter. Je ne peux pas dire que ce fut facile pour moi, car je suis devenue mère subitement, mais j'ai honnêtement fait de mon mieux. Je pouvais décharger mes émotions sur toi, mais je dois admettre que c'était toute ma colère et ma déception envers ma famille et mon ex-mari qui m'ont quittée parce que je ne pouvais pas être mère par nature. Mais j'étais et je suis toujours mère, du moins je le crois, et j'espère sincèrement que tu ressens la même chose. Tu te demandes probablement quelle est la clé qui se trouve devant toi. J'ai compris que je devais te fournir au moins le strict minimum, nourriture, eau, abri et éducation. Mais j'avais un autre objectif, offrir à chacun de vous un rêve, car je n'ai jamais réalisé le mien, car j'ai tout abandonné pour vous élever. Vous vous souvenez peut-être que nous avions un ranch et qu'il y avait une foule de gens qui faisaient la queue pour manger mes plats. Je rêvais que mon mari et moi soutiendrions ce ranch, puis que nos enfants nous aideraient. Mais avec vous deux, à 4 mois, dans mes bras, j'ai dû enterrer mon rêve pour que vous puissiez voler de vos propres ailes. Mon objectif était d'économiser $2 par jour, $1 pour chacun de vous.
J'ai vendu certains de mes objets de valeur, échangé des graines et des fruits contre cet argent. Parfois, j'ai moi-même souffert de la faim. Ensuite, j'ai dû vendre le ranch. Certes, vous n'aviez peut-être pas les meilleurs jouets, ni les gadgets les plus récents, mais avec le temps, vous avez compris la valeur de l'argent et commencé à gagner votre vie. Chacun de vous a maintenant sa propre entreprise, même si elle est modeste. Je suis très fier de vous et de vos efforts. Et cette clé vient du coffre-fort où est conservée toute cette somme accumulée, partagée entre vous deux. Souviens-toi, Ruan, qu'un jour je t'ai demandé de m'emmener à la banque, mais que je t'avais refusé. Même si tu as une entreprise, tu sais négocier. Mais j'ai insisté et je suis parti seul. J'ai réussi à ouvrir un dépôt avec un taux d'intérêt annuel de 10% sur 5 ans, et dans cette même boîte, tu trouveras cette somme, que tu pourras utiliser comme bon te semble. Avec toute mon affection, ta maman. PS. Les cadeaux pour les petits-enfants sont dans ma chambre si vous ne les avez pas encore trouvés. Quand Camilla eut fini de lire la lettre, Maria sanglotait déjà sur l'épaule de son mari, qui faisait de son mieux pour la calmer, et Ruan ne se contenta pas de quelques larmes, 2 rivières coulèrent sur ses joues. Encore hébété, Ruan demanda, « Tu sens ça ?»« Oui, ça sent grand-mère, » répéta le petit Diego. « C'est le parfum de maman, » intervint Maria. « Au safran. » Et là, ça lui est venu à l'esprit. Il se souvenait que Sonora González utilisait souvent du safran dans ses plats lorsqu'il était enfant. Plus tard, elle s'achetait des parfums à cette odeur, subtile mais caractéristique. Il la sentait alors, en marchant dans la rue. Apparemment, quelqu'un, comme sa mère, en ajoutait ou l'utilisait comme arôme, et même dans la maison de retraite, près de sa chambre. Et maintenant, tenant une lettre si touchante et si chère au cœur. Ça y est, tout le monde a vos marques. Allons chercher maman. Ruan ordonna. Ils se préparèrent rapidement et se dirigèrent vers la maison de retraite à bord de 2 voitures. Ruan et Maria furent les premiers à entrer, mais on les arrêta et on leur annonça que Sonora González avait été emmenée à l'hôpital. Se remettant du choc de la perte de leur mère à cause de leur ressentiment et du secret de leur mère, ils se précipitèrent à l'hôpital. Ruan et Maria s'approchèrent de la réception. Et bonjour. Sonora González est arrivée. Comment va-t-elle ? Demanda Maria, inquiète. Je vais vérifier tout de suite, répondit la réceptionniste. Quelques secondes plus tard, son expression changea brusquement. Je suis désolée, mais je dois vous informer que Sonora González est décédée il y a environ 1 heure. Ruan eut l'impression d'avoir été foudroyé. Il s'assit sur le canapé, les mots lui échappant. Camilla le secoua, puis Maria s'approcha, mais le monde entier sembla s'obscurcir. Il ne savait pas combien de temps il resta assis là, tandis que Maria et son mari s'affairaient, discutant avec les médecins et courant dans tous les sens pour une raison inconnue. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait toute cette agitation. Alors, joyeuse, Maria s'approcha de lui, s'accroupit devant lui et leva le visage, le regardant droit dans les yeux. « Ruan. » Elle pleurait. « Ruan, réveille-toi. Ils ont fait une erreur. Ils ont tous fait une erreur. Maman est vivante et nous attend dans la salle. » Ruan la regarda d'un air perdu, ne comprenant pas bien ce que disait sa sœur. Pendant quelques secondes, il crut qu'elle lui adressait des paroles de réconfort, mais il comprit alors le véritable sens de ces paroles. Il se leva aussitôt et demanda où aller. Il apprit que 2 femmes du nom de González avaient été admises à l'hôpital ce matin-là, et que, malheureusement, l'une d'elles était décédée des suites de blessures graves. Fernanda, quant à elle, avait été hospitalisée pour hypertension artérielle, car elle était très angoissée à l'idée de passer son premier Noël loin de ses enfants et petits-enfants. De plus, elle était extrêmement nerveuse car ses enfants ne l'avaient pas contactée alors qu'ils étaient censés connaître son secret la veille. Mais comme ils ne l'avaient pas contactée, elle commençait à croire qu'ils l'avaient complètement rejetée. Quelques minutes plus tard, toute la famille s'est rassemblée devant la chambre d'hôpital de Fernanda González, et elle leur a fait signe d'entrer. Ruan et Maria se précipitèrent aussitôt pour la serrer dans leurs bras, s'agenouillant près de son lit d'hôpital et lui adressant des mots de gratitude et de remords. Ils répétaient sans cesse qu'elle était leur seule mère, qu'ils ne pouvaient rêver d'autre mère, et qu'ils l'envoyaient en maison de retraite la veille de Noël. Sonora González pleura de joie,
mais à travers ses larmes, elle sourit et dit qu'elle ne les aimait pas moins pour leur erreur, qu'elle aimait toute sa famille infiniment. Après sa sortie de l'hôpital, Fernanda retourna chez son fils. Tout redevint normal, mais Juan remarqua que la relation entre sa mère et sa femme s'était réchauffée, que sa mère était moins collante envers elle, et Camila la consulta davantage et cessa complètement de se plaindre de son attachement. Plusieurs mois plus tard, le jour de l'anniversaire de sa mère, Juan et Maria lui annoncèrent comment ils avaient décidé d'utiliser l'argent du fonds. Ils ont annoncé qu'ils vendaient leurs 2 maisons, ajoutant le montant de la fiducie, et achetaient une immense maison avec un ranch pour toute la famille. Ils prévoyaient de créer une serre d'été pour leur mère, où elle pourrait s'adonner à son passe-temps favori. C'était leur façon de la remercier pour tous les soins et les sacrifices qu'elle avait consentis en les élevant. Et, bien sûr, pour l'aider à réaliser son rêve le plus cher. « Maman, dit Juan, nous voulons t'aider avec ton ranch. Regarde, tu as tellement d'aide. On est 8. On a vraiment envie de goûter à tes plats, comme quand on était enfant, dit Maria d'un air suppliant. Sonora González se tenait là, les larmes aux yeux. C'était le plus beau cadeau de sa vie. Non, pas le plus beau. Le plus beau cadeau qu'elle ait trouvé sur le pas de sa porte il y a presque 40 ans. Chers spectateurs, si vous avez apprécié l'histoire, soutenez-la en l'aimant et en laissant un commentaire. Merci beaucoup.